Voilà, donc pour démarrer cette première session du colloque, je vais vous présenter Monsieur Bernard Palandre, ici présent. Donc, après des études universitaires scientifiques, Bernard Palandre fut professeur certifié de physique-chimie. Sa carrière fut partagée entre l'enseignement de la physique en lycée et la formation des enseignants. Il est retraité de l'enseignement depuis maintenant une dizaine d'années et il a mis ses compétences au service de la Société des Amis d'André-Marie Ampère, donc association qui gère le musée Ampère. Il a notamment participé au développement des ateliers à destination du public scolaire et il est aujourd'hui conservateur bénévole du musée d'Ampère. Au fil de son exposé, Bernard Palandre va nous présenter la période lyonnaise de la vie d'Ampère, qui s'étend de sa naissance en 1775 jusqu'à son départ pour Paris à la fin de l'année 1804. Il a alors près de 30 ans et il est déjà presque à la moitié de sa vie. Monsieur Palandre, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Présenter Ampère lyonnais dans ce magnifique amphithéâtre est un immense plaisir, d'autant plus que j'ai juste en face de moi, comme cela a été dit il y a un petit moment, son nom, après celui de Geoffroy Saint-Hilaire de Cuvier, de grands personnages de la science qu'il a très bien connus. Il s'est même initié, et c'est quelque chose qui est célèbre dans l'histoire d'Ampère, dans une discussion entre eux sur l'unité des êtres vertébrés. Voilà. Alors, en même temps, c'est quelque part un défi de présenter 30 années de la vie d'Ampère en 30 minutes. Alors, je n'attends pas et je vais me rapprocher de mes notes. Et si à certains moments vous entendez un petit peu d'énumération, écoutez, vous m'en excuserez parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile en si peu de temps de présenter la vie aussi riche et puis aussi passionnante. La passion, je crois que c'est ce qui caractérise vraiment la vie d'Ampère, et non seulement dans son enfance, mais aussi toute sa vie. Voilà. Alors, j'avance, voilà. Donc, je n'attends pas. Donc, vous voyez sur le plan que je ne vais pas commenter, que je vais commencer par sa famille, la famille Ampère et la famille Sarcey. Le 16 juillet 1771, donc nous sommes sous le règne de Louis XV, en l'église de Saint-Dizier de Lyon, a lieu le mariage entre Jean-Jacques Ampère, 38 ans, et Jeanne de Suthiers-Sarcey, 31 ans. Ce sont les futurs parents, vous avez compris, d'André-Marie Ampère. Alors, qui sont-ils? Jeanne appartient à une grande famille bourgeoise lyonnaise qui a prospéré dans le commerce des soieries. La plupart des membres de la famille Sarcey est domiciliés à Lyon, rue Tupin et rue Grenette, qui sont les deux rues du quartier de Saint-Dizier où se concentre le négoce. Au moment du mariage, Jeanne habite avec sa sœur aînée Antoinette, célibataire, âgée de 37 ans, et elles sont toutes deux orphelines. Leur père, Joseph Sarcey, décédé en 1767, 4 ans plus tôt, était associé avec deux de ses frères à un commerce de soieries orienté vers l'exportation. Ils expédiaient leurs marchandises par le port du Havre et celui de Bordeaux, peut-être aussi, on n'a pas de certitude, par Marseille. Et ils expédiaient leurs marchandises par le port du Havre, je l'ai dit. Voilà. Il semble que Joseph Sarcey ait fait d'assez bonnes affaires pour assurer une rente convenable à ses filles. Voilà. On trouve quelques précisions de son activité dans l'ouvrage Lyon et la mer d'Olivier Le Gouic. On avait peu d'informations en fait sur cette famille et ce sont des recherches récentes, et ce livre fait partie des belles découvertes qui a permis de mieux comprendre d'où vient Ampère en fait. Comprendre ses origines, c'est aussi comprendre son éducation quelque part, dont je vais parler dans un petit moment. En dehors des nombreux négociants, deux membres de cette famille méritent attention, et le premier, c'est un des oncles, Antoine de Suthiers-Sarcey, docteur en Sorbonne, qui fut grand vicaire du cardinal de Gesvres, le comte de Beauvais. On perçoit en lui l'importance de la religion dans la famille Sarcey, en particulier la grande piété de Jeanne et de Antoinette, sa tante qui, toute sa vie, vivra avec la famille des Ampère. Une piété qu'on retrouve aussi dans la personnalité d'Ampère tout au long de sa vie et surtout à la fin.
Le second, qui est peu connu, en fait, c'est son parrain, c'est André de Sutière-Sarcey. Et j'ai trouvé son parcours dans un rapport présenté par Trouville en 1792 au bureau de consultation des arts et manufactures. Il s'agit alors, pour Trouville, de lui obtenir une reconnaissance en tant qu'ingénieur agronome, donc on n'est pas du tout dans le commerce des soieries, pour sa contribution au développement des méthodes de culture. Rapidement, cet homme s'engage très jeune dans une carrière militaire. Il quitte l'armée après une trentaine d'années de service pour étudier l'agronomie avec un de ses oncles fondateurs d'une des premières agricultures près de Compiègne, c'est à Annelles exactement. Il est envoyé par le ministre Choiseul étudier les différentes méthodes de culture dans les provinces françaises et même jusqu'en Espagne. D'ailleurs, petite anecdote, il est parrain, il sera parrain d'André-Marie Ampère. Le jour du baptême, il n'est pas présent, mais parce qu'il a été envoyé dans le sud pour étudier des méthodes de culture du blé en vue d'importation. Il crée un journal d'agriculture pratique et il semblerait qu'il ait exploité une ferme dans la région lyonnaise qui fut incendiée par malveillance. Il semblerait aussi qu'il fut collaborateur de l'abbé Rosier, qui est le fondateur, entre autres, du parc de la Tête d'Or. Et je l'ai dit, ce sera le parrain d'André-Marie Ampère. Je pense que vous avez reconnu le prénom. Voilà. Quant à Jean-Jacques Ampère, il est mentionné négociant, bourgeois de Lyon sur son acte de mariage, et comme teneur de livres sur son contrat de mariage. Alors on peut se poser la question de sa position dans le négoce des soieries. Son profit semble donc être davantage celui d'un comptable, puisqu'un teneur de livres, on parle ici de livres de compte, hein, que d'un négociant au sens habituel du terme. Voilà. En 1771, pardon, on est au moment du mariage, en 1771, il est domicilié dans un appartement au numéro 44 du Quai Saint-Antoine à Lyon, qui est l'actuel numéro 34. Et vous voyez sur la photo une reconstitution par l'association Lyon 1700, hein, qui nous situe très parfaitement le domicile de Jean-Jacques Ampère. Il est propriétaire de 2 grands domaines, pratiquement contigus, dans le nord de Lyon, dans les Monts d'Or. Un à Chasselet, qui est le domaine des Auges, et qu'il a vendu en 1772, l'année après son mariage. Et d'un autre domaine, le domaine des Basses Chavannes à Paul-Émieux au Mont d'Or, qu'il a acheté l'année précédente, en 1700, non, donc pas l'année précédente, le mois précédent son mariage, en 1771, et qui sera, je pense que vous le savez, le théâtre de l'éducation de ses enfants, dont André-Marie Ampère. Voilà. Il était également propriétaire, je l'ai retrouvé assez récemment, hein, d'une maison, ou partie de maison de famille, construite par son grand-père, Jean-Joseph Ampère, qu'il avait fait construire en 1720, place des Carmes à Lyon. Cette maison existe toujours et son adresse n'est plus place des Carmes, puisqu'il y a eu des changements. Elle est au numéro 19 de la rue d'Algérie. Et on peut encore voir les initiales de Jean-Joseph Ampère entrelacées dans l'imposte de la porte. Je pense que vous ne le voyez peut-être pas très bien sur la photo, mais vous avez JJA dans un sens et puis dans l'autre. Jean-Jacques a 3 frères, tous marchands, fabricants. Il possédait donc vraisemblablement des ateliers de fabrication, ce qui ne semble pas être le cas de Jean-Jacques, qui lui est un homme extrêmement instruit. Et nous verrons par la suite, vous savez peut-être déjà, qu'il prendra une place dans la justice à partir de 1782, d'abord à Paul-Émieux, puis ensuite à Lyon, mais je l'évoquerai à nouveau tout à l'heure. Et en remontant dans la généalogie, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, de Jean-Jacques et de ses frères, on trouve leur père, François Ampère, bourgeois de Lyon, fabricant de draps d'or et d'argent, époux de Anne Berthois, qui, elle, est issue de la noblesse. Et la pierre du tombeau familial des Berthois est encore visible dans l'église de Saint-Just. Donc vous voyez qu'on a quelques traces de la famille Ampère dans Lyon. C'est une chose que j'ai retrouvée, je vous dis un petit moment, assez récemment. Et je suis très heureux de pouvoir vous en parler maintenant. Voilà. Et en remontant encore, on arrive bien sûr au grand-père Jean-Joseph Ampère qui a fait construire la maison Place des Carmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, en remontant encore, on trouve Claude Ampère, un entrepreneur, et puis on arrive au XVIe siècle à un jardinier et un cultivateur dans les Monts d'Or, à Saint-Didier au Mont d'Or. Donc vous voyez l'attachement de cette famille dans les terres où a grandi Ampère, en fait. Voilà.
Jean-Jacques Ampère et Jeanne Cersei ont 3 enfants. Antoinette, née en 1772, André-Marie, 3 ans plus tard, en 1775, et 7 ans plus tard, Joséphine, en 1782. Tous sont nés à Lyon et baptisés en l'église de Saint-Dizier. Mais, question, pouvons-nous identifier leur maison natale? Alors, plusieurs lieux ont été avancés, et mes recherches nous indiquent qu'en fait, on ne sait pas où ils sont nés. Ce n'est pas la maison de Chasselet, de toute manière, puisqu'elle a été vendue en 1772, au mois de février, le 6 février exactement, j'ai retrouvé l'acte notarié. Ce n'est pas non plus la maison de Paul-Émieux, comme l'ont avancé certains artistes à la fin du 19e siècle et au début du 20e. On trouve aussi sur des cartes postales le portail du domaine de Paul-Émieux, indiqué maison natale d'Ampère. Et un exemple que j'ai indiqué là sur le diaporama que vous avez à votre droite, Maurice Utrillo, qui vivait chez sa mère dans une maison pas très loin de Paul-Émieux, a titré la gouache que vous voyez, maison natale d'Ampère, en 1935. Alors, où est né André-Marie Ampère, où sont nés les 3 enfants, parce que je parlais des 3 enfants en même temps. Alors, on peut penser à la maison de la place des Carmes, puisque nous avons la preuve que Jean-Jacques Ampère en était propriétaire dès 1761. Puisque à ce moment-là, il a racheté une part d'héritage d'un de ses frères, enfin de son frère François. 1761, et il l'a vendu en 1791. Il fait état dans une des lettres qu'il a écrites à son épouse au moment où il était emprisonné, qu'il a vendu une maison à la veuve Guigou à ce moment-là, et j'ai retrouvé qu'en fait, c'était bien cette maison-là, cette maison de famille qu'il avait vendue. Voilà. Ou bien ce peut être la maison, comme l'ont avancé certains auteurs, du quai Saint-Antoine, où Jean-Jacques habitait en 1771. Alors on retrouve dans les recensements fiscaux qu'il y était domicilié également en 1783-84, et il y était aussi domicilié en 1793. Donc dans la période 1772-1782, nous ne connaissons pas l'adresse de la famille Ampère. Alors, ça peut être les maisons que j'ai évoquées, mais ça peut être aussi une maison du côté de la famille Cersei. On sait qu'ils avaient plusieurs propriétés. J'ai trouvé plusieurs transactions sur les rues Tupin, que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis la rue Grenette. Voilà. Ainsi, donc je passe à son éducation. Ainsi, jusqu'à la naissance de Joséphine, en 1782, André-Marie grandit à Lyon avec sa sœur Antoinette, à l'exception des mois d'été que la famille passe dans les Monts d'Or, dans le domaine de Paul-Émieux, aujourd'hui bien sûr, le musée Ampère. C'est la période où André-Marie fait ses premiers apprentissages, qu'il nous raconte dans une autobiographie manuscrite alors qu'il avait une 50aine d'années. Cette autobiographie qui est très abondante, très, très précieuse en fait pour connaître le type d'éducation qu'il a reçu. Alors, je vous lis une partie de cette autobiographie. Avant de pouvoir lire, le plus grand plaisir du jeune Ampère était d'entendre des morceaux de l'histoire naturelle de Buffon. Il demandait sans cesse qu'on lui lût l'histoire des animaux et des oiseaux, dont il avait appris depuis longtemps tous les noms en s'amusant à regarder les figures. La liberté qu'on lui laissait à l'étudier que quand il lui plairait de le faire fut cause que c'est en s'exerçant seul à comprendre l'histoire des oiseaux qu'il apprit enfin à lire couramment. Bientôt, la lecture des livres d'histoire et des pièces de théâtre qu'il trouvait dans la bibliothèque de son père l'attacha autant que celle de Buffon. Il prenait un singulier plaisir à entendre des scènes entières des tragédies de Racine et de Voltaire. Alors, on voit ici très clairement la liberté qui lui est laissée dans son apprentissage, la facilité d'accès à la bibliothèque familiale aussi, qui était très bien fournie. C'est une des caractéristiques, je pense, de l'éducation d'Ampère. Et puis, on constate aussi que dès le plus jeune âge, il exerce sa mémoire. Et Ampère était connu pour avoir une mémoire absolument prodigieuse, puisqu'on dit qu'ils étaient capables de réciter encore des pages de l'encyclopédie à un âge très avancé, puis d'autres ouvrages aussi qu'il avait eu à sa disposition, et dont certains sont exposés au musée Ampère, entre parenthèses. Voilà. Alors, ce type d'éducation semble inspiré de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau,
un ouvrage qui avait beaucoup de succès dans les milieux libéraux auxquels appartenait Léon Ampère à l'époque. Maintenant, c'est très difficile, et puis je ne suis pas spécialiste pour trancher, hein, mais c'est vrai effectivement que ça fait penser à cette éducation libre qui aspirait le milieu dans lequel a grandi Ampère. En 1782, changement important, hein, puisque après la naissance de Joséphine, alors qu'André-Marie a 7 ans, la famille s'installe dans la maison de maître du domaine de Poleymieux pour ne revenir à Lyon qu'occasionnellement. Le père achète ce qu'on appelle une charge auprès du seigneur de Poleymieux. Il est son procureur fiscal, c'est en quelque sorte son intendant, et procureur du roi à la Grurie, qui est un tribunal forestier. Ainsi, vivant sur place, il peut s'occuper davantage de son domaine, d'une bonne quinzaine d'hectares, donc c'est un domaine qui a quand même une certaine taille et qui produit, hein, qui est exploité par le fermier Étienne Delorme. Et également de l'éducation qui est essentiellement littéraire de ses enfants, qu'il complète par des leçons de botanique. La botanique, le souci des classifications a eu une grande importance dans l'esprit d'Ampère au cours de promenades dans la campagne de Poleymieux. Le tout jeune Ampère ne se contentait pas des leçons de son père. Il avait, paraît-il, un goût très marqué pour l'arithmétique. Et vers l'âge de 12 ans, alors on n'est plus à l'arithmétique, hein, toujours en puisant dans la bibliothèque, il découvrit les éléments de mathématiques de Rivard et de Mazéas qui, toujours d'après ce qu'il a écrit dans son autobiographie, lui firent oublier tout le reste et enchaîner avec la lecture de l'algèbre de Clairaut et le traité des sections coniques de La Chapelle. Et n'ayant pas de professeur, il nous dit encore dans son autobiographie qu'il en refit toutes les démonstrations en pensant parfois qu'elles étaient nouvelles. Là aussi, on voit dès l'âge de 12 ans ce goût pour la démonstration. Alors, certains auteurs ont interprété en imaginant qu'il avait pu écrire une théorie des sections coniques, ce qui est peut-être un petit peu exagéré. En fait, moi, j'y vois tout simplement une méthode de travail qui est bien classique pour les étudiants. Mais là, il n'a que 12 ans. Voilà. À partir de... Puis, oui, il y a encore une étape importante. Voulant lire les articles de mathématiques de d'Alembert dans l'encyclopédie, il fut arrêté par l'emploi de la lettre petit d. C'est-à-dire que là, on arrive au calcul infinitésimal, au calcul différentiel. Et à partir de ce moment-là, son père a dû lui trouver un professeur. Il le présenta à l'abbé Daburon, qui était professeur de théologie au collège de la Trinité, et qu'il connaissait, et qui connaissait aussi les mathématiques. Et ces cours furent complétés par des cours de physique de Joseph Mollet. Difficulté supplémentaire, comme la plupart des ouvrages sur le sujet étaient écrits en latin, il dut apprendre le latin avec l'aide de son père, qui, toujours d'après Ampère et d'après ce qu'il a écrit dans son autobiographie, parlait la langue de Virgile mieux que les meilleurs professeurs. En juillet 1788, à 13 ans, il montre publiquement que malgré son jeune âge, il a parfaitement assimilé le calcul différentiel lors d'une communication à l'Académie de Lyon sur la rectification d'un arc de cercle plus petit que la demi-circonférence. On voit que sa vocation scientifique s'affirme très tôt. On ne va peut-être pas dire que c'est sa première publication, parce qu'il s'agit d'un travail qui est quand même assez remarquable, mais c'est juste en fait un travail. Il découvre ensuite la philosophie lorsqu'il lit l'éloge de Descartes par Thomas. Il écrit dans son autobiographie que ce fut chez lui une révélation, et ce qui n'est pas étonnant si on considère cet esprit éveillé et très rationnel. Et puis nous arrivons à la période de la Révolution française, en 1789. À Poleymieux, malgré les tensions qui montent dans les villes, les révoltes ouvrières, les premières années restent assez calmes. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie avec enthousiasme. Par exemple, André-Marie, qui a alors 14 ans, dit avoir ressenti une impression comparable à celle que lui avait faite sa première communion et à celle qu'il avait ressentie en lisant l'éloge de Descartes. Alors, le rapprochement qu'il fait. Son père, lui, s'occupe à écrire une tragédie qu'il intitule Artaxerxès, ou le roi constitutionnel, dans laquelle il exprime ses idées en faveur d'une monarchie constitutionnelle.
Donc son positionnement catholique, ouvert aux idées nouvelles, reste attaché, on voit, à la monarchie. Ce dernier a cessé ses fonctions de procureur depuis 1786, par la suite du remplacement du seigneur Servan de Paul-les-Mieux par Guillain du Montais, qui était un homme violent et contesté et auquel lui-même il s'oppose. D'ailleurs, on a au musée Ampère le livre terrier qu'il a fait réaliser cette année-là, justement pour défendre ses terres de l'avidité, par rapport à l'avidité du seigneur Guillain du Montais. Il songe alors à une carrière administrative à Lyon et présente sa candidature à une place de juge de paix dans le canton de la Halle-au-Blé. C'est le quartier, en fait, correspond au quartier de la place Saint-Lizier où Jean-Jacques Ampère avait un appartement, celui du 44, du quai Saint-Antoine. Il est élu le 25 septembre 1791, soit une dizaine de jours après l'acceptation de la Constitution par Louis XVI. Il fera alors régulièrement des allers-retours entre Paul-les-Mieux et Lyon, où s'installe son bureau. Le fils, lui, est toujours plongé dans les mathématiques, et cette année-là, paraît-il, il a fait passer un billet à l'Assemblée constituante pour la prier d'adopter un nouveau système de mesure à base 10, voilà, un système décimal. Chose curieuse, découverte récemment, 1791, cette année donc particulière, est gravée sur une cheminée de la maison de Paul-les-Mieux. Il existe sans doute un lien entre cette gravure et ces événements, mais au stade de nos connaissances, il peut être que supposé. En tout cas, c'est une découverte qu'on trouve assez intéressante et on va continuer à chercher un petit peu pour voir dans quel contexte. On imagine que c'est la famille Ampère qui l'a fait graver, mais vous voyez qu'on est vraiment dans les hypothèses. Mais la fonction de juge de paix, qui est étendue à celle d'officier de police et de président du tribunal correctionnel, est exposée, et particulièrement dans cette période de violence où le paroxysme approche, et Jean-Jacques Ampère, vous savez certainement, en sera une des victimes. Alors pour Ampère et sa famille, c'est la fin d'un bonheur tranquille entre Lyon et Paul-les-Mieux. Et 2 décès de suite vont frapper cette famille. Le 2 mars 1792, Antoinette, la sœur aînée d'André-Marie, sa compagne de jeu, décède de la tuberculose à l'âge de 20 ans. Donc c'est un premier choc. Et le 23 novembre 1793, son père, Jean-Jacques, est guillotiné. Deuxième choc. Une grande partie des biens est confisquée. La maison de Paul-les-Mieux est mise sous séquestre, mais la famille Ampère est autorisée à l'habiter. Donc Madame Ampère est nommée, c'est le terme qui était employé à l'époque, gardiatrice du domaine. Et elle retrouvera la propriété qu'au bout de 2 ans. Et la famille, je crois qu'il faut bien le dire, est pratiquement ruinée, à part le domaine de Paul-les-Mieux. Je crois qu'il doit exister une ou 2 petites rentes, mais c'est quelque chose qui est très faible. Donc vous voyez que la vie d'André-Marie Ampère, ce sera plus la vie qu'il a connue quand il était jeune, où il n'avait pas tellement à se soucier d'aller chercher des revenus. Voilà. Alors le rôle exact qu'a joué Jean-Jacques Ampère dans les événements lyonnais, je ne vais pas le détailler, il nous est très bien décrit dans un livre de Julie Patricia Johnson consacré à la réforme de la justice à Lyon. Elle y présente les parcours opposés du libéral Jean-Jacques Ampère et du jacobin Joseph Chalier, qui tous deux étaient animés d'un désir de justice et de réconciliation des peuples. Et tous les deux ont terminé leur vie à l'échafaud à 15 mois d'intervalle, en disant pratiquement la même chose juste avant leur exécution, sur leur espérance. Donc Ampère, à ce moment-là, vous imaginez, entre dans un état, alors on dirait dépressif aujourd'hui, moi je dirais de léthargie intellectuelle qui durera près d'1 an, jusqu'à ce que son regard, dit-il, toujours dans son autobiographie, se porte sur une lettre de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est la botanique qui aurait éveillé à nouveau le désir de sortir de chez lui. Et à partir de ce moment-là, on va passer à la diapo suivante, à partir de ce moment-là, il commence à emprunter les chemins de campagne à la recherche des plantes pour son herbier. Le goût pour les mathématiques lui revient.
Il reprend contact avec ses amis lyonnais, redécouvre le plaisir des discussions sur des sujets très variés, tels la religion, qui occupe une place importante, la philosophie, les sciences, bien sûr, et même les techniques. Il fréquente Camille Jordan, Barret, Ballanche, Bredin, qui font partie de la Société littéraire de Lyon, dont il deviendra plus tard le secrétaire. Des liens très forts et durables s'établissent entre ces personnes. Il échange de longues lettres avec Stanislas Coupier, qui est un jeune de son âge, rencontré à Lyon avant les événements, et qui, comme lui, habite la campagne avec un pied à terre à Lyon. Ils se communiquent leurs réflexions scientifiques et techniques, s'appuyant sur des lectures et des expérimentations. C'est intéressant de voir comment ces jeunes qui sont tout seuls arrivent à s'instruire à un niveau quand même assez considérable, par des lectures et puis justement des expérimentations. Il est question de cerfs-volants, de moulins, d'hydraulique, d'astronomie, aussi de botanique et parfois de politique. On voit Ampère avide de relations sociales, et il a 21 ans, et sur ses papiers remplis de notes et de calculs, apparaît soudainement le mot « amorum ». C'est le titre d'un journal où seront consignées pendant plusieurs années toutes ces rencontres datées avec une jeune fille qui habite le village voisin de Saint-Germain, et elle s'appelle Anne-Catherine Caron, dite Julie Caron. La première rencontre a lieu le 16 avril 1796. On a beaucoup de détails. Et à partir de ce moment, Ampère se rend souvent à Saint-Germain où habite une de ses grandes-tantes. Il commence à soigner sa toilette. On le voit échanger des livres avec Julie et sa sœur Élise, se livrer à des séances de lecture à voix haute et versifier. C'était une passion qu'avait Ampère, d'écrire en vers, qu'il a toujours gardé, mais dans cette période-là, il écrivait aussi des poèmes. Il aime comme il étudie, c'est-à-dire avec passion. Au bout d'un peu plus d'un an, le mariage est envisagé, mais demeure la question des revenus du futur ménage. Il est alors décidé qu'Ampère ouvrira un cours de mathématiques à Lyon. Ce sera dans un petit local. Je me dépêche. Oui, d'accord. Je suis beaucoup étendu sur la première partie. Voilà. Oui, le mariage est envisagé, mais demeure la question des revenus du futur ménage. Il est alors décidé qu'Ampère ouvrira un cours de mathématiques à Lyon. Ce sera dans un petit local de la librairie-imprimerie Péris, rue Mercière, car Marcille Péris, un des deux gérants, est l'époux de la sœur aînée de Julie, Françoise Caron. Plus rapidement, sans doute grâce au succès de ses cours, Ampère change de local. Il loue successivement rue Grolet, semble-t-il, puis avec certitude rue Neuve, puis rue du Bas d'Argent, puisqu'il est mentionné dans des registres en tant que mathématicien. Dans cette période, son groupe d'amis est constitué de Jordan, Bredin, Ballanche, Lenoir, Bonjour, Journet, Barret, Beuchot, Roubordier et sans doute d'autres. Ils se réunissent chez Lenoir, au 5e étage de la rue des Cordeliers. On y discute de sciences, de philosophie, de littérature. On lit le traité de chimie de Lavoisier, qui va orienter l'esprit d'Ampère vers cette discipline qu'il n'a pas encore explorée. Le mariage tant attendu a lieu le 7 août 1799. J'accélère un petit peu alors. Voilà. Le couple habite la rue du Bas d'Argent et s'installe au bout de quelques mois rue Mercière, à l'actuel numéro 40, en face de la librairie imprimerie Péris, où vit Françoise, la sœur aînée de Julie. Ouais. Ampère continue ses cours de mathématiques. Il aménage un petit laboratoire pour adjoindre la physique et la chimie à son enseignement. Il est admis à l'Académie de Lyon le 13 juillet 1800. Et le 12 août naît son fils Jean-Jacques, qui sera appelé à une très brillante carrière littéraire. Il enseignera la littérature étrangère au Collège de France. Plus tard, il rentrera à l'Académie française. Il sera dans le cercle de Chateaubriand, Juliette Récamier, Tocqueville. Mais malgré le succès de ses cours auprès des jeunes lyonnais, Ampère cherche une situation plus stable dans les écoles centrales départementales qui ont été créées dès 1795. Et c'est ainsi qu'il est nommé professeur de mathématiques, physique et chimie à l'école centrale de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, le 19 février 1802. Son épouse, gravement malade après la naissance de leur fils, reste à Lyon. Il s'installe alors seul à Bourg-en-Bresse et se lance dans un travail acharné dont il rend compte à son épouse à travers ses très nombreuses lettres qui sont souvent écrites la nuit parce qu'il est très actif pendant la journée. Il a même complété ses cours par des cours particuliers dans une autre école.
Il y commence ses cours le 12 mars, mais pour lui, cette situation, loin de son épouse, ne peut durer. Il cherche alors à se faire nommer à Lyon le plus rapidement possible. Certes, ses compétences scientifiques commencent à être connues, mais il sait qu'il n'est pas le seul à souhaiter un poste à Lyon. En effet, il sera concurrence avec François Clerc, c'est le collègue qu'il a aidé à s'installer à Bourg-en-Bresse et qu'il apprécie. Et pour se démarquer, il a l'idée de proposer une solution à un problème qui s'était posé 7 ans plus tôt au cours d'une séance de jeu. Et on peut le formuler ainsi: quelle probabilité qu'un joueur perde toute sa fortune après une série de jeux? Et ce sera la fameuse théorie du jeu qui lui permettra non seulement d'être nommé à Lyon, mais aussi de se faire connaître à Paris. Une première version est lue à la Société d'émulation de l'Inde, dans laquelle il est admis le 19 juillet 1802, où il rencontre l'astronome Géraud Lalande, membre de l'Institut et qui est originaire de Bourg-en-Bresse. Le 2 février 1803, il présente un mémoire sur un autre sujet, l'application des formules générales du calcul des variations aux problèmes de mécanique, en présence d'un autre membre de l'Institut qui est Jean-Baptiste Delambre. Sa théorie du jeu est imprimée chez son beau-frère Péris à Lyon. Sa nomination au lycée de Lyon intervient le 4 avril 1803, à la suite d'une inspection de 2 membres de l'Institut, dont fait partie Delambre. Il sera professeur des classes de mathématiques de 3e et de 4e, et ayant quitté Bourg-en-Bresse le 17 avril, il donnera sa première leçon le 5 juillet. Mais le 13 juillet, encore un coup de tonnerre, sa femme, tant aimée, Julie, décède et il est effondré. Il confie son fils et sa mère à sa sœur Joséphine et à Élise, sœur de Julie. Il poursuit ses cours, mais abandonne la recherche scientifique pour se consacrer aux problèmes de philosophie, métaphysique et de religion, au sein d'une association qu'il fonde en 1804 avec ses amis Balanche et Bredin, des amis qui lui resteront fidèles jusqu'à la fin de ses jours. Il fait connaître à Lalande et Delambre son désir d'aller s'installer à Paris, et grâce à l'intérêt que Lagrange porte pour son travail, il est nommé répétiteur d'analyse à l'école polytechnique le 19 octobre 1804. Il part s'installer à Paris à la fin du mois de novembre, afin d'y commencer son cours janvier 1805, et viendra chercher sa famille, restée à Paul-et-Mieux, en octobre 1807. Il reviendra souvent à Lyon, au cours de tournées d'inspection en particulier, et puis s'accordera aussi certains congés à certains moments, et s'ensuivra sa vie parisienne, avec ses grandes découvertes, dont celle, bien sûr, de l'électrodynamique en 1820. Merci. Merci, Monsieur Palande, de nous avoir éclairé sur les premières années de la vie d'André-Marie Ampère. C'était passionnant et j'avoue qu'on n'a pas vu le temps passer, tant votre exposé était plaisant à écouter. Vous avez cité plusieurs lieux où Ampère aurait pu vivre, propriété de sa famille. Est-ce qu'il y a dans Lyon une promenade Ampère avec des plaques sur ces différentes maisons? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ces aspects de la vie d'Ampère quand j'ai commencé à m'investir au musée Ampère, en me disant, mais le musée Ampère est loin de Lyon, dans Lyon, mais il y a certainement des endroits où est passé Ampère, des endroits qui ont compté pour lui. Et effectivement, on ne connaissait pas grand-chose. Alors, il y avait des adresses qu'on retrouvait dans sa correspondance. Et j'ai cherché beaucoup dans les archives départementales du Rhône, dans les archives de Lyon. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il était assez facile de trouver les endroits où il avait vécu, de trouver des actes notariés qui permettent d'avoir beaucoup de précision. Donc à partir de ce moment-là, j'ai organisé une promenade dans Lyon qui a été inaugurée à l'occasion des 200 ans de l'électrodynamique. C'est une balade d'1h30 entre le 1er et le 2e arrondissement. Et j'ai fourni ce circuit à un site, aux auteurs d'un site qui s'appelle ruedelyon.net, en un seul mot. Ruedelyon.net, vous pouvez trouver une promenade d'1h30 à peu près entre le 1er et le 2e arrondissement, et puis retrouver tous ces lieux qui ont changé. Mais les rues n'ayant pas tellement changé, en fait, je trouve que c'est assez émouvant de faire ce petit circuit. Et je l'ai confié aussi à plusieurs guides conférenciers de Lyon, parce que nous, musée Ampère, on n'a pas vocation, a priori, à faire des visites de Lyon. On a beaucoup à faire en faisant visiter le musée. Voilà.
Voilà, eh bien, avis à ceux qui veulent faire un pèlerinage sur les traces d'André-Marie Ampère à Lyon. Encore merci. Je vous propose qu'on diffère un petit peu les questions à plus tard, histoire de ne pas prendre trop de retard sur la suite. Voilà. Encore merci. Et donc, nous...